Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ce soir, un sujet tout à fait particulier. C'est chaque fois un petit peu particulier, mais là vous n'allez pas rire. Je ne vais pas vous faire rire. Mais véritablement, vraiment, je ne mens pas, vous n'allez pas rire. Donc, si vous voulez zapper, faites-le tout de suite, parce que ça va plomber. Ah ouais, ça va plomber, on va parler de Louis-Ferdinand Céline. Hein, voilà. Je vous laisse disparaître. Voilà. Vous m'iconisez, vous, voilà, la petite croix, et hop, je disparais. Oui, je voudrais faire découvrir à celles et ceux qui ne le connaissent pas Louis-Ferdinand Céline, certainement le plus grand écrivain du XXe siècle, quand même pas rien, surtout connu pour son premier roman, tout premier roman qui s'intitule Voyage au bout de la nuit, publié en 1932. Eh bien, en 1924, donc quelques années avant, Céline sévissait déjà. Céline était médecin et il a consacré sa thèse de médecine à un mec qui s'appelle Philippe Ignace Semmelweis. Il était obstétricien, autrichien, et c'était un médecin qui avait voué sa vie à lutter contre les maladies puerpérales. Vous regarderez dans le dictionnaire l'application des règles d'hygiène en milieu hospitalier. Voilà, vous regarderez ça puisqu'il est question d'abord de Céline. Et donc Céline lui a consacré une thèse, 1924, et je vais vous lire les premières lignes, les premières pages de cette thèse. On sent déjà, donc quelques années avant le bouleversement de la littérature française avec Voyage au bout de la nuit, on sent déjà le souffle dévastateur, épique de l'écriture de Louis-Ferdinand Céline. Voilà. Merci pour votre indulgence, parce que c'est un exercice difficile, la lecture. Voilà. J'y vais. Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. Depuis la chute de l'Empire romain, jamais semblable tempête ne s'était abattue sur les hommes. Les passions en vagues effrayantes s'élevaient jusqu'au ciel. La force et l'enthousiasme de 20 peuples surgissaient de l'Europe en l'éventrant. Ce n'était partout que remous d'êtres et de choses. Ici, tourmente d'intérêt, de honte et d'orgueil. Là-bas, conflits obscurs, impénétrables. Plus loin, héroïsme sublime. Toutes possibilités humaines confondues, déchaînées, furieuses, avides d'impossible, couraient les chemins et les fondrières du monde. La mort hurlait dans la mousse sanglante de ces légions disparates. Du Nil à Stockholm et de Vendée jusqu'en Russie, 100 armées invoquèrent dans le même temps sans raison d'être sauvages. Les frontières ravagées, fondées dans un immense royaume de frénésie, les hommes voulant du progrès et le progrès voulant des hommes, voilà ce que furent ces noces énormes. L'humanité s'ennuyait, elle brûla quelques dieux, changea de costume et paya l'histoire de quelques gloires nouvelles. Et puis, la tourmente apaisée, les grandes espérances ensevelies pour quelques siècles encore, chacune de ces furies parties sujettes pour la Bastille en revint citoyenne et retourna vers ses petitesses, épiant son voisin, abreuvant son cheval, cuvant ses vices et ses vertus dans le sac de peau pâle que le bon Dieu nous a donné. En 93, on fit les frais d'un roi. Proprement, il fut sacrifié en place de Grève. Au tranchant de son cou jaillit une sensation nouvelle, l'égalité. Tout le monde en voulut, ce fut une rage. L'homicide est une fonction quotidienne des peuples, mais en France, tout au moins, le régicide pouvait passer pour neuf. On osa. Personne ne voulait le dire, mais la bête était chez nous, au pied des tribunaux, dans les draperies de la guillotine, gueule ouverte. Il fallut bien l'occuper. La bête voulut savoir combien le roi vaut de nobles. On trouva que la bête avait du génie. Et ce fut dans la boucherie une surenchère formidable. On tua d'abord au nom de la raison, pour des principes encore à définir. Les meilleurs usèrent beaucoup de talent pour unir le meurtre à la justice. On y parvint mal, on n'y parvint pas. Mais qu'importait-il au fond? La foule voulait détruire et cela suffisait. Comme l'amoureux caresse d'abord la chair qu'il convoite et pense à demeurer longtemps à ses aveux, puis malgré lui se hâte,
Ainsi l'Europe voulait noyer dans une horrible débauche les siècles qui l'avaient élevée. Elle voulait cela encore plus vite qu'elle ne l'imaginait. Il ne convient pas plus d'irriter les foules ardentes que les lions affamés. On se dispensa donc de chercher désormais des excuses pour la guillotine. Machinalement, une secte entière fut désignée, tuée, débitée comme de la viande. Plus l'âme. La fleur d'une époque fut hachée menu. Cela fit plaisir un instant. On aurait pu en rester là, mais sans passion, qui bâillait d'ennui devant la lenteur de cette minutie, un soir de dégoût, renversèrent l'échafaud. Du coup, 20 races se précipitèrent dans un affreux délire. 20 peuples conjoints, mêlés, hostiles, noirs ou blancs, blonds et bruns, se ruèrent à la conquête d'un idéal. Bousculés, meurtris, soutenus par des phrases, guidés par la faim, possédés par la mort, ils envahirent, pillèrent, conquirent chaque jour un royaume inutile que d'autres perdraient demain. On les vit passer sous toutes les arches du monde, tour à tour dans une ronde ridicule et flamboyante, déferlant ici, battus là-bas, trompés partout, renvoyés sans cesse de l'inconnu au néant, aussi contents de mourir que de vivre. Au cours de ces années monstrueuses, où le sang flue, où la vie gicle et se dissout dans 1000 poitrines à la fois, où les reins sont moissonnés et broyés sous la guerre comme les raisins au pressoir, il faut un mal. Aux premiers éclairs de cet immense orage, Napoléon prit l'Europe et, bon gré mal gré, la garda 15 ans. Pendant la durée de son génie, la furie des peuples parut s'organiser. La tempête elle-même reçut ses ordres. Lentement, on se reprit à croire au beau temps, à la paix. Puis on la désira, on l'aima. On finit par l'adorer, comme on avait adoré la mort 15 ans plus tôt. Assez vite, on se mit à pleurer sur le malheur des tourterelles avec des larmes aussi réelles, aussi sincères que les injures dont on criblait la veille la charrette des condamnés. On n'eût voulu plus savoir que douceurs et tendresse. On proclama sacrés les épouses attendries et les mères attentives avec autant de déclamations qu'il en avait fallu pour décapiter la reine. Le monde voulait oublier, il oublia. Et Napoléon, qui persistait à vivre, fut enfermé dans une île avec un cancer. Les poètes réorganisèrent leurs cohortes à l'armée. 100 mignardises furent dites en un jour de printemps pour la volupté des âmes sensibles. On créait avec autant d'outrance qu'on avait détruit. Un souffle de tendresse caressa les tombes innombrables. La clochette ne quitta plus le cou des petits moutons. Sur tous les ruisselets, des vers furent murmurés. Il ne fallait pas plus d'une marguerite d'éclose pour qu'une demoiselle vraiment sentimentale fondît en larmes. Et pas plus que cela pour qu'un homme de bien en tombât amoureux pour la vie. C'est vers cette époque de convalescence, dans une des villes les plus colorées du monde, que naquit Ignace Philippe Semmelweis, 4e fils d'un épicier à Budapest sur le Danube, dans le profil de l'église Saint-Étienne, au cœur de l'été, exactement le 18 juillet 1918. Voilà. Voilà, j'espère que ça ne s'est pas trop mal passé. Vous avez peut-être une lecture à proposer à vos enfants pour qu'ils s'endorment le soir. Je vous suggère cet extrait qui pourra les laisser rêver. Hein, voilà. Voilà, je vous abandonne à vos nuits, céliniennes peut-être, et je vous souhaite de doux rêves, hein, voilà, avec ou sans Céline.